Partagé? Ouais. Non? Ben non. Ah bah non, il est déjà ouvert. Voilà, et pareil. Et là, on l'a où là? Il est partagé ou pas? D'accord. Ah, pourquoi donc? Pourquoi? Putain. Ça y est, ça va recommencer. Alors, il n'y a pas un basculé entre les affichages, peut-être? Et là, toujours pas. Merci. Ouais, merci, c'est sympa. Alors, toujours pas. C'est dommage parce que nous, on a un PK. Alors, je pense qu'il faut refaire le partager écran. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Là, c'est mieux. Diaporama. Alors, on refait la manip dans l'autre sens. Ah, ils ont encore le truc. Ouais. C'est pas mal. Il faut qu'on... Comment ça se fait que... Il faut refaire la bascule d'écran là où on était juste avant. Je sais plus comment on l'obtient. C'est là? C'était où? Bah merde, on l'avait il y a deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce qu'on avait il y a 2 secondes. C'est vraiment très chiant ça. C'est pas ça, parce que ça c'est ce qui est dans le disque. Est-ce que c'est pas là? Recopie écran, recopie moniteur. Il doit y avoir quelque chose comme ça, j'ose pas trop y aller. Allez, on essaye, soyons fous. Ah, donc là on est comme à l'arrière. Bah là, c'est bon comme ça? Ah, voilà. Vous avez... Et si je mets en diaporama éventuellement maintenant pour voir. Voilà, impeccable. Ok. Bon, bah on y va comme ça. Ouais. Sauf eux derrière. Ah, mais ça, je peux virer ça. Maintenant, c'est derrière nous que c'est plus bon. Ah, alors c'était peut-être pas là. C'est dommage parce qu'à distance, ils sont... Ouais, là, c'est l'histoire du mode présentateur, etc. Bah, sinon, Putain, escape. Bah, il sort même plus, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il ne veut pas sortir? Ah, voilà. Ah, c'était voilà. Où qu'on... C'est bien. Là, quoi? Là, on est bien. Si vous voulez le faire comme ça. Oui, c'est possible. On va pas se faire chier. Ça vous va comme ça, là? C'est bon? Ouais? Ok. Bon, allez. Ouais, ça va tout le monde comme ça? Bien, si mes souvenirs sont bons, on avait terminé avec les amplitudes de la métacarpophalangienne, c'est ça? Il me semble, oui. Et on avait dit qu'on enchaînerait avec les IPP-IPD. Hein? Ok. Bien. Eh bien, c'est parti. Hein. Donc, on avait vu carpo métacarpienne, hein, rappelez-vous. Donc, il n'y avait pas de degré de liberté. Enfin, c'était, on va dire, quasiment des arthrodies. Hein. Il y avait beaucoup de petits ligaments et tout, ça ne bougeait pas beaucoup. On avait la métacarpophalangienne. Ouais, après. Métacarpophalangienne, c'était une articulation de type de degré de liberté, donc de type... Vous vous rappelez pas? Vous n'avez pas eu le temps de... Non? Bon, d'accord. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Il n'y en a pas un seul qui sait me dire le type particulier de la métacarpophalangienne? On avait dit ce que c'était comme... Alors, il y a 2 degrés de liberté, ça peut être quoi? Non, pas trochléenne. Condylienne, oui, bien sûr. Et puis ici, on va être donc avec les IPP-IPD qui sont des types trochléennes, parce qu'il n'y aura qu'un seul degré de liberté. Flexion-extension, c'est tout. Donc les IPP et les IPD,
On ne va pas s'amuser à décrire et les IPP et les IPD, puisque ce sont des articulations qui sont très semblables, hein, de même type. Les éléments en présence, donc les têtes de phalange proximale qui vont être convexes et puis qui vont servir de poulie. Hein, on va dire que c'est un rôle de poulie. Et puis la base de la phalange distale, creusée par deux cavités. Donc, pour l'IPP, c'est la tête du 1 et la base du 2. Pour l'IPD, la tête du 2 et la base du 3. Voilà. Et puis, il y a la présence d'un fibrocartilage glénoïdien qui va éviter, donc, si vous voyez ma petite flèche, ouais, c'est ici, là, qui est ici en dessous. Et en fait, ça, c'est pas là parce que c'est une vue supérieure, donc il est en dessous. Il va éviter l'hyperextension, hein, au niveau des articulations. Et il y a bien sûr, comme dans tout système, enfin, comme dans toute articulation, des ligaments. Il y a des ligaments latéraux et des ligaments phalango-glénoïdiens, c'est-à-dire qui vont de la phalange jusqu'à ce fibrocartilage glénoïdien. Excusez-moi. Ces ligaments sont tendus en flexion et en extension complète. Elles sont détendues en position intermédiaire, ce qui veut dire que on ne va jamais les immobiliser en position intermédiaire. Quand vous aurez à les immobiliser, ce sera soit en extension, soit en flexion, mais rarement en position intermédiaire, puisque vous savez que si jamais on est immobilisé en position intermédiaire, il y a un risque d'enraidissement au niveau de l'articulation. Vous vous rappelez au niveau de la MP, comment c'était ? En quelle situation on ne l'immobilisait jamais? Oui, j'en vois qui jouent avec leurs mains là. On ne l'immobilisait jamais en position d'extension. Parce que si vous étiez en position d'extension, bah c'est à ce moment-là, hein, rappelez-vous, on est en position d'extension et ça permet d'avoir des mouvements de latéralité au niveau des doigts. Donc, on a à la fois flexion, extension et on a un mouvement de latéralité. Donc, ça veut dire que nos ligaments sont un peu détendus, même si quand je vais en latéral, l'interne, enfin le médial se tend, quand je vais plutôt en médial, le latéral se tend malgré tout. Mais il n'empêche qu'ils sont en situation détendue. La bonne preuve, c'est que je vous avais dit, mettez-vous en flexion. Et quand vous êtes en flexion ici, c'est possible, hein, bien sûr, en faisant vraiment des efforts, mais on est obligé de faire des efforts pour essayer d'avoir un écartement des doigts par rapport à la position en extension. Ce qui veut dire que si j'ai du mal à écarter les doigts en étant en flexion, ça veut dire que mes ligaments sont tendus. D'accord ? Et donc, dans la position d'immobilisation, si on ne veut pas risquer l'enraidissement, on ne va jamais au niveau de la MP l'immobiliser en extension, parce qu'autrement on serait en position de détente et ça pourrait s'enraidir. Ben, au niveau des IPP et IPD, on ne les immobilisera jamais en position intermédiaire. On les immobilisera soit en extension, soit en flexion, puisque ce sont les deux positions qui mettent en tension ces ligaments-là. Ah. Alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça y est, c'est bon, ça marche. Voilà. Et puis, bah, on verra. Vous en êtes où au niveau des muscles de la main là? Vous avez fait avec monsieur toujours pas? Vous n'êtes pas encore là? Si, ça va arriver? Ouais. Les interosseux, tout ça, c'est fait ou pas? Oui. J'en ai qui me disent oui, qui me disent non. Ouais. Je considère que oui alors. Et on considère ces ligaments. Il y a donc ce fibrocartilage et il y a un ligament rétinaculaire également. Alors, il y a des ligaments rétinaculaires transverses, obliques et dorsales. Et en fait, on considère ces ligaments comme une réplique passive des ligaments des interosseux. Et pourquoi on le considère comme une réplique passive? Parce que les interosseux, si vous vous souvenez bien les cours de M. Grignon, c'est des muscles très particuliers parce que leurs insertions sont à la fois, enfin, sont musculaires et à la fois sur le système extenseur et le système fléchisseur. D'accord? Ça a cette particularité-là. Ben, au niveau des ligaments rétinaculaires, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que de façon passive, vous voyez bien qu'ils s'insèrent. Alors, on en a des transverses, on a des longitudinaux. Celui qui est le plus intéressant, c'est celui-ci ici en vert plus foncé.
c'est le ligament rétinaculaire oblique, parce qu'il va prendre son insertion sur le système, on va dire, fléchisseur, et il va croiser P2 et il va aller sur P3 au niveau du système extenseur, à la même, de façon très comparable à un interosseux, ce qui fait dire aux anatomistes que ces ligaments rétinaculaires transverses, enfin obliques notamment, c'est la réplique passive et simplifiée des muscles interosseux. Donc ce faisceau transverse, lui, il renforce bilatéralement l'IPP et il amarre la languette latérale de l'extenseur commun des doigts. Il va favoriser le déplacement palmaire des bandelettes latérales. Et le faisceau oblique, lui, comme je vous le disais, il va relier l'appareil fléchisseur en regard de P1 à l'appareil extenseur en regard de P3. Et puis, c'est un système un système d'asservissement qui va coupler les deux articulations IPP-IPD avec un rôle dans la coordination de P2, P3 qui va être très important. Et on appelle ça l'effet ténodèse croisé, parce qu'on a donc l'IPP-IPD en flexion ou en extension. Mais c'est pas l'effet ténodèse, rappelez-vous, c'est quand j'ai une flexion, j'ai une extension des doigts. Donc flexion est associée à une extension. Là, on parle de ténodèse croisée parce qu'en fait, quand vous allez faire la flexion admettons de P2 sur P1, bien, de par l'insertion et ce croisement-là, on va avoir quelque chose qui va se détendre et on aura une flexion de P3 sur P2. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand vous allez faire une extension de P2 sur P1, on va avoir, comme ça croise, une extension de P3 sur P2. Donc on appelle ça là, l'effet ténodèse inversé, enfin croisé. Au niveau des articulations, enfin des amplitudes de mouvement, donc il n'y a que de la flexion-extension, je vous le rappelle. Au niveau de la flexion, au niveau de l'IPP, c'est-à-dire interphalangienne proximale, on a à peu près 100 degrés sur D2. Je vous rappelle qu'on est sur les doigts longs. Donc sur le D2, on est à peu près 100 degrés au niveau de l'IPP et c'est une amplitude qui va augmenter de D2 à D5. Voilà. Je ne dis pas de 5 degrés en 5 degrés comme on l'a dit pour la MP, mais pas loin, quoi. Pas loin. En tous les cas, elle est plus importante en D5 qu'elle ne serait en D2. Et puis au niveau de l'IPD, c'est exactement la même chose, mais avec une amplitude qui est un petit peu plus réduite, de l'ordre de 85 degrés pour D2. Et puis, au fur et à mesure, on va jusqu'à... C'est pas de 5 en 5, parce que si vous regardez le 5, moi, pour le 5, j'ai 90, quoi, à peu près. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. Quelqu'un qui a des doigts un petit peu boudinés, il a moins de flexion que quelqu'un qui a des doigts fins de pianiste, par exemple. Enfin, ça paraît être une évidence pour tout le monde. L'extension. En actif, on a dit qu'on avait ce fibrocartilage qui évitait l'hyperextension, d'accord ? Donc en extension, au niveau de l'IPP, on a 0 en actif et en passif. Au niveau de l'IPD, interphalangienne distale, on peut avoir chez certains moi j'ai 0, hein, mais on peut avoir chez certains 5 degrés en actif, mais retenez 0, quoi. Hein. Par contre, en passif, là, il y en a qui ont véritablement une espèce de laxité au niveau de l'IPD. Ouais, on peut avoir une laxité au niveau de l'IPD. Et il existe pour l'IPD quelques mouvements de latéralité, mais uniquement en passif. Hein, uniquement en passif. Voilà. L'IPP stabilisé latéral plus. Donc, au niveau de l'interphalangienne proximale, vous aurez rarement le doigt en extension, vous aurez rarement un mouvement de latéralité. Le truc est vrai aussi en flexion, ce qui paraît un peu logique, hein, puisque je vous ai dit qu'en flexion et en extension, les systèmes ligamentaires latéraux, enfin les latéraux, étaient tendus.
hein, que c'était en position intermédiaire. En position intermédiaire, vous pouvez retrouver un petit peu de latéralité, mais pas en flexion et en extension complète. Alors là encore, il y a toujours ces petits films qui sont très bien faits, que je vous engage à aller visionner le jour où vous aurez le temps. Alors, la chaîne musculaire digitale, enfin l'organisation musculaire, vous le savez, on a un système de muscles extrinsèques qui naissent loin de la main, avec des insertions au niveau de l'avant-bras pour les fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, pour les extenseurs des doigts, l'extenseur propre du 2 et du 5. Et puis on a des muscles intrinsèques qui vont naître au niveau de la main, et notamment donc les interosseux dont on parlait tout à l'heure, interosseux palmaires, dorsaux, les lombricaux, et puis les muscles hypoténariens pour ce qui concerne le 5e doigt. Mais avant de passer à ça, il faut quand même évoquer le phénomène de corde d'arc, c'est-à-dire que pour que ça puisse être effectif, cette histoire-là, on sait très bien que la mise en tension d'un tendon sur un trajet concave, s'il n'est pas maintenu, ce tendon-là, il y a un effet corde d'arc, c'est-à-dire que si je viens ici sans aucune structure qui accroche même s'il y a la peau, hein, enfin la peau en fait partie aussi, mais s'il n'y avait pas de structure, vous mettez une ficelle là, vous tirez, la ficelle elle se tend, quoi. Ça prend un phénomène de corde d'arc, c'est ce qui est ici là, d'accord. Et donc pour que on aurait une perte d'efficacité bien évidemment, et donc pour que ce soit maintenu bien en place, hein, et puis que ce soit effectif, tant sur la flexion que sur l'extension, on va avoir des systèmes anatomiques qui vont permettre aux tendons de rester plaqués contre les structures anatomiques osseuses et de faciliter leur glissement. Ce sont des coulisses ostéofibreuses, on appellera poulies fibreuses, et puis des gaines synoviales. Alors, on va s'intéresser déjà aux fléchisseurs, parce que vous avez le même système pour les fléchisseurs et pour quand on dit même système, mécanique, mais au final, anatomique, vous savez très bien que ce n'est pas la même chose. Il y en a, c'est plutôt des poulies, l'autre, c'est plutôt c'est dans le diaporama, bien sûr. Ça me reviendra tout à l'heure. Alors, les coulisses, là, on est bien d'accord qu'on est sur les fléchisseurs. Hein. On est sur les fléchisseurs, vous aurez après un résumé sur les coulisses et les gaines synoviales des extenseurs. Au niveau des fléchisseurs, on va avoir une gaine synoviale qui va entourer tous les tendons, dont cette gaine synoviale est indispensable au tendon parce qu'elle va assurer sa nutrition, on va dire ça comme ça. Et puis au niveau du poignet, ça va entourer, si vous regardez ce schéma ici en bas, au niveau du poignet, on va avoir une gaine qui va entourer à la fois le 1 et puis le 5. Et après, au niveau des doigts longs, alors le 5, ça va rester, hein, il y a un petit rétrécissement, mais ça reste. Et au niveau des doigts longs, en fait, ça ne va commencer qu'à proximité de la MP, par un cul-de-sac, et puis ça va monter jusqu'à l'IPD, jusqu'à l'interphalangienne distale. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est en continuité? Tout simplement parce qu'au niveau de la zone centrale, vous allez avoir la présence de l'insertion des muscles lombricaux sur le fléchisseur profond des doigts. Et donc, il n'y aurait pas la place d'avoir tout ça. Donc, on a ces lombricaux-là qui vont occuper la place et du coup, on n'a pas de gaine. Hein, ce qui veut dire que quand on a un phlegmon des gaines, on peut avoir un phlegmon sur les 3 doigts là, bien sûr, mais au niveau du pouce et au niveau du 5, ça peut partir de très loin. Tout le monde sait ce que c'est qu'un phlegmon, hein, une inflammation de toute la gaine. Donc, il faut faire quand même très, très attention parce que ça, c'est un truc à la con. Et autant au niveau des doigts, vous imaginez que c'est en distal. Vous venez au niveau du pouce, au niveau du 1 et au niveau du 5, ça peut être sur des plaies qui sont situées au niveau du poignet. Attends, je reviens. Fléchisseur. Alors, les gaines synoviales, pour commencer avec les gaines. Cette fameuse gaine qui est indissociable du tendon, elle va être étanche, bien évidemment, et elle est constituée de 2 feuillets.
un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Et en fait, si vous regardez bien, ça va entourer les tendons. Et c'est comme si ça tournait sur... Les deux feuillets vont tourner sur eux-mêmes, comme ça, pour faciliter bien, le mouvement. Et c'est un peu... Je vous ai mis un petit char, là, hein, parce que c'est un peu comme ça. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est troué au milieu. Il y a, pour avoir le tendon, bien sûr, vous avez le tendon. Vous avez de temps en temps ça porte, il y a des passages de vincula, enfin les vincula, c'est les mésotendons qui vont porter les artérioles pour faciliter la nutrition du tendon. Donc on a des petits trous comme ça dans la gaine, enfin des trous, oui, on a les mésotendons qui pénètrent comme ça. Et en fait, ça tourne sur lui-même. Et ces gaines-là ont pour rôle de, un, nourrir le tendon en produisant le liquide synovial, deux, eh bien, de permettre au mésotendon d'apporter les artérioles pour nourrir ce tendon-là, trois, de faciliter le glissement avec ce système de feuillets qui glissent l'un par rapport à l'autre, et puis un rôle mécanique de poulie de réflexion pour lutter contre le phénomène de corde. C'est-à-dire que si jamais vous n'aviez pas de gaines ou des gaines qui sont esquintées, on va voir qu'il y a des coulisses, hein, en plus des gaines pour tenir ça, mais si jamais vous n'aviez pas ce système-là, dès que vous tirez, plutôt que d'avoir un tendon qui est bien adhérent ici, vous auriez un phénomène corde d'arc. Et donc une diminution d'efficacité. Alors, pour tenir donc ces gaines, je vous dis, il y a des coulisses ostéofibreuses. Alors, les coulisses fonctionnent un peu comme un télésiège. Hein. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des poulies, bien sûr que c'est des poulies de réflexion, mais ce n'est pas une poulie de réflexion, vous ne devez pas l'entendre mécaniquement comme ça, là. Hein, ce n'est pas un truc comme ça. C'est une continuité depuis le poignet jusqu'à P3, c'est une continuité d'un système qui permet le coulissement et la réflexion de ce tendon. Donc on va dire que effectivement, quand vous êtes en flexion complète, on pourrait imaginer que c'est une poulie. C'est des poulies d'ailleurs, c'est des petites poulies, mais c'est pas une poulie. N'imaginez pas un système poids-poulie où je tire, etc. C'est pas comme ça que ça se joue. C'est plus, vous avez tous vu, j'imagine, un jour un télésiège. C'est un petit peu, cette année pas trop, mais c'est comme ça que ça se joue. Alors, si on commence au niveau du poignet, ça commence avec le canal carpien, bien sûr. Au niveau du poignet, on a la première des coulisses, c'est le ligament annulaire du carpe ou rétinaculum des muscles fléchisseurs. Ensuite, au niveau digital, eh bien, on a un canal digital au niveau des doigts. Hein. Là, vous avez le tendon qui est figuré en jaune, et puis vous avez donc toutes ces coulisses-là. Et c'est une succession de renforcements, en fait, avec des poulies qui vont être appelées ou désignées de annulaires, parce que ça va entourer, ça fait le tour, et puis des poulies qui sont un petit peu moins solides, qu'on appelle des poulies cruciformes. Et tout ça, en fait, c'est du tissu conjonctif, hein, d'épaississement qui va aller de l'os à l'os pour maintenir ce tendon proche des structures osseuses pour éviter toujours ce fameux phénomène de corde d'arc. Alors, au niveau des poulies, les poulies annulaires, c'est pas très très dur à retenir en fait, c'est que vous avez toutes les poulies qui sont de nombre impair, 1, 3, 5, elles sont situées au niveau des articulations. D'accord ? La A1, elle est au niveau de l'AMP, la A3 est au niveau de l'IPP, la A5, elle est au niveau de l'IPD. Et puis, entre A1 et A3, vous avez les poulies paires, A2 et A4, qui sont en fait à mi-phalange. On a la A2 qui est au niveau de P1, juste au milieu de P1, et puis ici vous avez le méta, hein, si je suis en bas à gauche, vous avez le méta P1, P2, P3. Si vous regardez A1, A3, A5, on est au niveau des articulations, et entre les deux, donc si je suis entre la MP et l'IPP, je suis donc sur P1, et sur P1, j'ai donc la A2.
si je suis entre A3 IPP et A5 IPD, j'ai ma A4 qui est à mi-P2. Il n'y en a pas après en P3 puisque ça s'insère sur P3. Et puis au niveau du méta, on y associe le ligament palmaire transverse, d'accord, comme coulisse. Alors ce qu'il faut savoir, si vous regardez bien, c'est les largeurs de ces poulies-là. Au niveau de l'AMP, ça fait à peu près 8 mm hein, d'épaisseur, enfin d'épaisseur de largeur. Au niveau de l'IPP, on est à 3, et après c'est 3 et 4, on va dire que c'est, on va dire moitié moins. Hein. La A1 est 2 fois plus importante que A3 et A5. Par contre, celle qui est vraiment très très importante, c'est A2 parce qu'elle fait 17 mm, donc elle est vraiment très très importante. On imagine que si on a une poulie en A2 qui déconne, ben, au niveau de la fonction de la main, ça va poser problème. Et puis la 4, ben, elle vous paraît pas importante, hein, 3 mm c'est rien du tout, mais il ne faut pas oublier qu'on est véritablement en distal. D'accord ? On est en distal. Et puis les poulies annulaires, toujours. Donc de façon physiologique, le tendon, ben, je me répète, a tendance à prendre la corde d'arc. Donc en fait, le rôle de ces poulies-là, c'est de maintenir le tendon au contact de l'os avec une efficacité maximale, enfin, très importante pour les poulies A2 et A4. A2 et A4. Donc, des poulies qui sont au milieu des phalanges. D'accord ? Puisque je vous rappelle que 1, 3, 5 sont au niveau articulaire. Donc 2 et 4 sont au niveau de P1, P2. Les poulies cruciformes maintenant, hein, ces petits, ben, on le voit bien ici, hein, c'est coloré. On voit bien ici. Là, sur le schéma, ben, ça va être entre les deux, quoi. Donc vous avez la cruciforme, la 1 entre A2, ça commence à partir de A2, quoi, hein, entre A2 et A3, la 2 entre A3 et A4 et la 3 entre A4 et A5. Et elles, leur rôle, c'est en fait de sécréter du liquide synovial et en fait d'assurer la nutrition du tendon par imbibition. Voilà. Il y a au microscope, on nous dit qu'il y a de l'existence de petits orifices sur la face supérieure avec un effet pompe qui fait que. Voilà. Alors il y a un monsieur, le chirurgien, monsieur Tubiana, qui a fait tout un tas de recherches là-dessus, et il s'est amusé à virer telle ou telle poulie pour voir un peu quelles étaient l'efficacité après, hein, sur l'enroulement digital en fonction de la section des différentes poulies. Quand on va sectionner A1, c'est-à-dire au niveau de la MP, on s'aperçoit que la flexion reste possible. D'accord ? On va probablement perdre en force, mais la flexion reste possible. Quand il ne vous reste plus que A2 et A4, la flexion complète est possible, mais il y a plus de force nécessaire pour faire le mouvement. C'est-à-dire qu'il a viré tout le reste et il a gardé les deux là. Et en fait, après, il s'est amusé à enlever l'une ou l'autre. C'est-à-dire que s'il y a A2 ou A4 qui sont manquantes, il n'y a aucune flexion complète qui n'est possible, même avec force. Tout ça pour vous dire que les plus importantes sont les poulies A2, donc au niveau de P1, et A4 au niveau de P2. Je me répète, mais c'est parce que au départ, ça paraît tout extrêmement compliqué, cette histoire-là. Mais je vous dis, si vous repérez bien que A1, A3, A5, c'est au niveau articulaire, après, c'est simple comme tout. D'accord ? Donc A1, c'est au niveau de l'AMP, A2, IPP, et A2, A3, IPP, A5, IPD. Et donc, vous mettez, donc c'est forcément sur le corps de P1 pour ce qui est de la A2 et sur le corps de P2 pour ce qui est de la A4. Voilà. En tous les cas, ce sont ces coulisses-là qui sont les plus importantes. Même si tout est important, ce sont celles-ci qui sont les plus importantes. Autrement, on va avoir, vous voyez bien, un tendon qui n'est pas maintenu et qui prend la corde là.
le chirurgien, quand il y a des problèmes au niveau de ces trucs-là, bah, il va conserver, enfin, toute chirurgie au niveau des doigts va faire en sorte, quand il y a des synovectomies étendues, synovectomie, c'est une pathologie où il y a de l'inflammation plus, hein, il y a vraiment une production de synovie, etc., dans les mains rhumatismales, eh bien, il est amené à faire des synovectomies étendues, c'est-à-dire que vous voyez bien, comme là, hein, il ouvre tout, il essaye d'enlever tout le tissu qui est là, inflammatoire et qui n'a rien à faire là. Par contre, le problème, c'est de véritablement bien conserver toutes les poulies, hein, parce que s'il ne conserve pas les poulies, ben, il a viré tout ce qui est tissu inflammatoire, et le problème, c'est que la personne, elle ne peut plus rien faire. Donc, la microchirurgie de la main, c'est des gens qui sont vraiment très pointus là-dessus, au niveau de l'anatomie, hein, parce que vous imaginez toutes ces petites structures anatomiques, hein, les poulies, qu'elles soient annulaires ou cruciformes, c'est quelque chose qui est très... ça a énormément de force, si vous regardez bien, hein, parce que quand vous prenez ne serait-ce que les gens qui font de l'escalade, on imagine qu'il y a des pathologies des poulies, hein, chez le grimpeur. Vous imaginez quand même, ils arrivent à se maintenir tout le poids du corps sur leurs muscles fléchisseurs notamment. Bah, il y a des contraintes énormes. Donc ça paraît être des tissus qui est très, très fragile, mais ce n'est pas fragile du tout. En tous les cas, ça peut fragiliser si le tissu n'est pas présent, en termes toujours pareil, de poulie ou de coulisses, parce que ça prendrait la corde d'arc. Donc le chirurgien, lui, il faut absolument qu'il a quand même un cahier des charges au niveau de la chirurgie de la main qui est important, hein. On a parlé l'autre jour des chirurgies avec les tractus fibreux, hein, et qui ne pouvaient pas faire ces cicatrices un peu n'importe comment au niveau de la paume de la main parce qu'il y avait toutes ces structures vasculo-nerveuses qui passaient, notamment. Et ces tractus, bah, au niveau des doigts, c'est les poulies. À chaque étage, d'ailleurs, on a des zones. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, moi je vais vous les dire. On dit qu'il y a des interventions en zone 1, en zone 2, en zone 3, en zone 4, en zone 5, en zone 6. Et quelqu'un qui travaille à la main, vous les aurez après. Hein. Quelqu'un qui travaille à la main, il doit connaître ces zones-là, parce qu'on a des zones vraiment où on sait qu'on peut, entre guillemets, y aller. Ça ne veut pas dire grand-chose ce que je dis, mais il n'y a pas ou peu de contre-indications. Et puis il y a des zones vraiment où il y a des interventions où il faut y aller sur la pointe des pieds. Alors, maintenant nous sommes sur les extenseurs. On n'est plus sur les fléchisseurs, mais on est sur les extenseurs. Au niveau du poignet, ben, on a l'équivalent du rétiniculum des fléchisseurs, mais cette fois-ci c'est le ligament annulaire postérieur du carpe ou rétinaculum des extenseurs, qui va être tendu du radius au pisiforme. On a également des gaines synoviales, bien sûr, et puis ce ligament annulaire-là, il va délimiter, comme au niveau du canal carpien, hein, il va délimiter des cloisons pour le passage des tendons. Donc il faut retenir, il y a 4 loges qui sont dites radiales et 2 loges qui sont dites ulnaires. Au niveau des radiales, on a sur la 1 le court extenseur et le long abducteur du 1. Sur la 2, le court extenseur radial du carpe et le long extenseur radial du carpe. Sur le 3, le long extenseur du 1. Ensuite, on a nos extenseurs des doigts. Et du 2, l'extenseur du 5 et l'extenseur ulnaire du carpe. Voilà. C'est comme ça que ça se joue. Et ça, vous reverrez ça probablement, si ce n'est déjà fait, avec M. Grignon. Alors, quelles sont les coulisses? Au niveau digital, donc la stabilisation, elle est assurée par un système de haut-bannage. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. On n'est pas sur un système dit de poulie, mais on est sur un système de haut-bannage. C'est-à-dire que c'est des structures qui vont recouvrir et qui vont en fait aider au glissement et qui vont glisser en même temps pour maintenir le tendon le long de l'os. Donc, système de poulie au niveau fléchisseur, système de haut-bannage au niveau extenseur. Au niveau de l'AMP, vous voyez bien quand vous fléchissez l'AMP que vos tendons, ils restent globalement dans l'axe. Hein, alors que, initialement, comme on va avoir les têtes, là, des saillies osseuses, le tendon n'aurait qu'une seule envie,
c'est de se barrer d'un côté ou de l'autre, de ne pas être très stable. D'ailleurs, vous, passivement, vous pouvez prendre votre tendon puis le faire un petit peu bouger, mais vous sentez que au niveau de la tête, des métas, ouais, c'est déjà un petit peu plus dur à faire bouger. On y arrive, mais c'est un petit peu plus dur. Tout simplement parce que le tendon, il doit être stable lors de la flexion, et en fait, il est stabilisé par des fibres sagittales qui sont issues du ligament intermétacarpien qu'on a déjà évoqué précédemment quand on avait vu les MP comme articulation. Donc on a voilà, ce ligament intermétacarpien, et il va y avoir des expansions qui vont partir de part et d'autre pour stabiliser notre tendon. Ça, c'est au niveau de la MP. Au niveau de l'IPP, interphalangienne proximale, on va avoir un ligament triangulaire qui va joindre les bandelettes latérales au dos de P2. Alors, je sais bien que c'est toujours très compliqué tout ça, mais c'est un ligament triangulaire qui va joindre les bandelettes latérales au niveau de P2 et des fibres arciformes qui joignent les bandelettes au niveau de... Enfin, sachez qu'on a une structure qui prend en pont de part et d'autre et qui vient se rejoindre sur P2. Et donc, quand vous allez fléchir, quand vous allez étendre, c'est une structure qui va glisser comme ça et qui va maintenir le tendon sur l'os. Et on appelle ça la dossière des interosseux parce que on va avoir les fibres vont se mélanger à celles des tendons extenseurs et on va avoir les interosseux qui vont être de part et d'autre qui vont intervenir également dans cette dossière-là. Donc on avait sur le système fléchisseur le nœud de Zancoli, vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était une structure qui était complexe. Et ben, au niveau dorsal, on a la dossière des interosseux, c'est un petit peu le penchant. Donc cette dossière des interosseux, je vous rappelle qu'elle chevauche la partie dorsale de M1 et du méta et de P1, et c'est un organe de maintien du tendon extenseur et une action mécanique sur P1. C'est-à-dire que vous venez en fait sur l'IPP. Là. On est centré sur l'IPP. Ici, on aurait l'IPD. Oui, IPP, IPD. IPD ici, IPP ici, la MP serait en dessous. Donc on est sur l'IPP. Et vous voyez un petit peu toutes ces... On a pour faire tout ça, là, vous avez l'extenseur commun des doigts, le fléchisseur profond des doigts, le fléchisseur superficiel des doigts, les lombricaux, les interosseux, ligaments et métatarso-transverse profond, la terminaison de l'interosseux sur P1, l'expansion de la languette sur l'extenseur commun des doigts, la dossier. Enfin, il y a un peu le boxon qui a dans cette truc-là. Le chirurgien, on se demande comment il fait pour s'y retrouver, franchement. Et d'autant plus quand il fait des transferts, parce que des fois, ça lui arrive de faire des transferts. C'est quand même... Bon, la dossière, c'est ça. Réellement, la dossière, c'est ça. C'est un système de coulisses. Et on est juste au-dessus, mais il y a tout un tas de... toutes ces structures-là qui viennent s'accoler à cette entité anatomique. Alors, c'est un système de glissement par opposition au système fléchisseur qui fonctionne par poulie. C'est-à-dire que les poulies, elles ne bougent pas, on est bien d'accord. C'est le tendon qui va bouger dans les poulies, mais les poulies, elles ne bougent pas. Alors que sur le système extenseur, le système de haubanage, lui, il va coulisser. Il va bouger. Il va bouger un petit peu. Et le déplacement de ce système extenseur, alors c'est quand même énorme. Moi, à chaque fois, tous les ans, quand je le relis et quand j'ai appris ça et quand j'ai revu ça, ça nous paraît énorme parce qu'on nous dit que sur un système extenseur, au niveau du poignet, on a un déplacement de l'ordre de 45 mm, ce qui paraît énorme. Quand vous regardez bien, ça paraît quand même énorme d'avoir un déplacement de 45 mm. Et bien évidemment, plus on va aller vers le distal, plus ça va diminuer. C'est-à-dire qu'au niveau de la face dorsale de la main, on est sur un coulissement des tendons de l'ordre de 13 mm. On regarde l'IPP, on va être à 8 mm et l'IPD 3 mm. Et assez bizarrement, plus on s'éloigne donc de la face distale et plus le déplacement est faible, mais plus les lésions sont distales et plus la perte de mobilité est responsable d'un déficit important. Oui, tout simplement parce que proportionnellement,
si vous regardez un déplacement de 3 mm, c'est 3 fois rien au niveau de l'IPP. Mais si vous avez quelque chose qui est touché en distal, en pourcentage, vous voyez bien que 3 mm, ça ne bouge pas beaucoup. Donc si vous avez quelque chose qui vient coller ce truc-là, tout de suite, ça vous handicape énormément dans votre fonction au niveau de l'IPP. Je suis au niveau de l'IPP là. Ça conditionne énormément le fonctionnement de cette articulation-là. Alors, vous allez dire, ouais, on s'en fout un peu, quoi. Non, on s'en fout pas, parce que dans tout ce qui est prise main de précision, vous avez besoin d'énormément de vos IPP, IPD, ça c'est sûr. Bien, alors ces muscles-là, pour faire fonctionner tout ça, je vous redis, on a des muscles donc extrinsèques qu'on a cités tout à l'heure et des muscles intrinsèques. Pour ce qui est de la musculature extrinsèque, on va donc avoir les fléchisseurs superficiels des doigts. Ça, je pense que vous avez déjà vu avec M. Grignon. Donc, c'est des muscles épicondyliens, qui font partie des épicondyliens médiaux, innervation nerf médian, l'origine humérus épicondyle médial, ligament collatéral ulnaire, au niveau de l'ulna, extrémité supérieure du processus coronoïde, l'arcade fibreuse, et puis la moitié supérieure du corps du radius, voilà. C'est-à-dire toute cette partie-là. On part d'ici, on a notre arcade, et puis notre arcade, pardon, et puis la moitié supérieure du corps. Voilà. On a toute cette insertion-là. Et puis, on va se séparer, on va présenter 2 plans, vous le savez, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est un plan profond pour le 2 et le 5 et un plan un peu plus superficiel pour le 3 et le 4. Au niveau de l'AMP, on va avoir le tendon qui va se dédoubler parce que lui, il sera perforé par le fléchisseur profond des doigts. D'accord ? Donc, il va être perforé et puis après, hop, ça lui donne de languette et il vient se remettre dessus. La terminaison, c'est au niveau de l'IPP, interphalangiale proximale. Les fibres perforées s'entrecroisent et se regroupent. On a eu un trou, il a été perforé pour que le tendon passe, mais après, hop, ça se regroupe pour former de nouveau une entité anatomique qu'on appelle le chiasme tendineux de Camper. Bon, je ne sais pas si on vous en parle encore, au regard de l'IPP, et qui va avoir un rôle de stabilisation. Et au final, ces fibres tendineuses vont s'insérer sur les faces latérales de P2. Au niveau des actions, tout ce qui est statique, bien sûr, ça va assurer le plaquage actif des fléchisseurs profonds des doigts, toutes les structures dont on a parlé tout à l'heure. Mais au niveau statique, on a la stabilisation au niveau du coude par le renfort de la capsule, la stabilisation de toutes les articulations qu'il va croiser, ce tendon-là notamment au niveau de l'IPP avec ce fameux chiasme tendineux. Et au niveau dynamique, on va avoir une insertion sur P2, donc on va avoir une flexion de l'IPP, surtout en force, et on peut avoir une flexion de poignet quand la flexion est contrecarrée par l'effet ténodèse. C'est-à-dire que si jamais vous avez quelque chose qui est en distal et c'est contrecarré, arrive un moment, vous aurez une action qui va être sur le poignet. D'accord ? L'effet ténodèse fait aussi, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, si vous avez une extension de poignet, vous allez avoir une mise en tension de vos fléchisseurs et à ce moment-là, vous aurez une flexion des doigts. Mais essentiellement via le fléchisseur superficiel des doigts. Repérage anatomique, ce qu'il faut, c'est garder P3 en extension, puisque P3, c'est le fléchisseur profond des doigts qui va être sur P3. Et donc, si jamais vous testez, mais en laissant s'associer une flexion de l'IPD, vous ne pouvez pas être assuré d'être sur un fléchisseur superficiel parce que le profond sera en train d'agir sur la flexion de l'IPD.
D'accord? Donc, quand vous allez faire un testing des fléchisseurs superficiels, il faudra toujours faire en sorte que le fléchisseur profond ne soit pas activé et donc s'assurer de la mise en tension, enfin la mise en extension de P3. Maintenant, le profond. Donc le profond, il va s'insérer sur le quart supérieur du corps de l'ulna, sur la face antéromédiale et sur la membrane interosseuse. Il va passer sous le rétinaculum des fléchisseurs et il donne naissance aux lombricaux. Alors, on a dit tout à l'heure que les lombricaux étaient sur les faces latérales du fléchisseur profond des doigts et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de gaine au fond de gaine synoviale au fond de la paume. Je vous rappelle que la gaine part du poignet, elle va sur le premier rayon, enfin sur le pouce, ou alors elle va sur le 5, mais que les trois du milieu, les trois doigts longs, il n'y a pas de gaine au niveau de la paume, parce que ce fléchisseur profond des doigts va donner naissance aux interosseux. Aux lombricaux, pardon, aux lombricaux, au niveau des métas. Il est situé dans la même gaine que le fléchisseur superficiel et il perfore ce superficiel au niveau de l'IPP. Donc on voit ici le fléchisseur superficiel, le fléchisseur profond, là on voit bien qu'il est en dessous, donc il est plus profond. Il va perforer et repasse au-dessus pour venir se mettre sur P3. Voilà, il perfore ici. On le voit sur le Dufour, celui qui est en foncé ou en rouge par rapport au superficiel qui serait en orange. Voilà. Au niveau de l'action, stabilisation de l'IPP bien sûr, et puis en dynamique, flexion de l'IPD, c'est-à-dire de P3 sur P2. En fait, c'est un fléchisseur à tout faire, c'est-à-dire que souvent, quand vous regardez, on a l'impression que qu'on part de. Enfin, systématiquement, il est associé, quoi. Il faut vraiment se faire violence pour qu'il ne soit pas. Et encore, vous ne pouvez pas. Enfin, c'est très difficile d'essayer d'isoler une flexion de l'IPP avec une extension de l'IPD. Ouais. Il y a toujours on sent toujours ce fléchisseur qui intervient. Un fléchisseur à tout faire. Action sur l'IPP par le ligament rétinaculum interposé. C'est-à-dire que, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a ce rétinaculum oblique dont on parlait tout à l'heure, qui va croiser et qui part donc de P1 pour aller sur P3 en croisant, mais il part du système fléchisseur, il va sur le système extenseur, et arrive un moment, quand vous allez faire donc une flexion de l'IPP, vous aurez obligatoirement, par voie de conséquence, vous aurez une flexion de l'IPD. Et quand vous allez faire une extension de l'IPD, ce ligament va faire en sorte qu'il va tendre l'IPP, que l'extension de l'IPP va tendre l'IPD, pardon. Bien. Le repérage, voilà, ça c'est assez simple. C'est beaucoup plus. Enfin, je ne dis pas que c'est plus simple que le fléchisseur superficiel, mais en tous les cas, vous immobilisez tout et vous voyez bien la flexion par le fléchisseur profond des doigts. Ok. Alors ça, c'est dans un des bouquins que je vous ai mis, je ne sais plus lequel, un des derniers bouquins là. C'est un travail qui a été fait par Webé, et ça serait pour essayer d'avoir un travail différentiel maximum entre fléchisseur superficiel des doigts et fléchisseur profond. Alors je vous ai mis ça tout simplement déjà parce qu'on peut passer de la position intrinsèque plus à la position intrinsèque moins ou extrinsèque plus intrinsèque moins. Oui, ça vous parle ça? Non, pas encore. On va le dire, vous allez voir ce que c'est. Et c'est surtout que le fait de faire ça nous permet de faire coulisser les fléchisseurs superficiels par rapport au profond. D'accord ? Par rapport au profond. Donc on part d'une main qui est, vous voyez, complètement tendue. On va venir travailler
ici, en flexion de l'AMP, mais extension IPP-IPD. Ensuite, seulement, vous faites de la flexion IPP, puis IPD, et puis vous remontez tout en gardant une main extrinsèque plus. Là, je suis en extrinsèque moins ou intrinsèque plus. Vous allez voir ce que c'est, oui. J'avais dit comme ça, tous les ans, j'ai le truc, hein, et putain, il nous fait chier avec ces trucs-là. Bon, une extrinsèque plus, On a dit que vous aviez, ça va être dans les diapos après, mais je vous le dis quand même là, on a dit qu'on avait un système qui était extrinsèque, ouais, à distance, et un système qui était intrinsèque. Donc à distance, ça, on peut dire que c'est une main extrinsèque plus. Pourquoi? Parce que je sens bien que je fais une extension de poignet, une extension des doigts ici, hein, enfin des MP. Donc c'est avec mon système extenseur. Et puis ici, je vais faire une flexion. Donc là, je suis en... Et j'ai un doute. J'ai un méchant doute. Hein. En fait, je suis un peu comme vous. Hein. Là, je suis en intrinsèque plus. Là, je suis en intrinsèque moins. Donc, si je suis en intrinsèque moins, je suis en extrinsèque plus. Vous avez tout suivi, là? Oui. S'il y en a qui suivent, c'est bien. Parce que moi, au bout d'un moment, même moi, je décroche. Mais là, je suis... Vous n'avez pas suivi? C'est sur les diapos d'après, ça sera plus simple. Vous allez voir. Enfin, faites-moi confiance. En tous les cas, faites-moi confiance. Faites-lui confiance, VB, parce que moi, je ne suis que le porte-parole de ce que je lis et puis de ce que je peux échanger avec mes collègues qui sont au secteur de la main. Quand vous voulez avoir un travail de coulisses différentielles, hein, parce que pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand vous allez avoir des mains sur lesquelles il y a des interventions, ça va coller, ce qu'on appelle, on dit ça colle. Donc, pour ne pas avoir de phénomène, enfin, d'intervention de type ténodèse, c'est-à-dire de libération de tendons, il faut que vous, dans la rééducation, vous fassiez en sorte que ça ne colle pas, et pour que ça ne colle pas, il faut de temps en temps faire des manœuvres de sollicitation analytique, quoi. Et là, on a quelque chose qui passe dans les mêmes endroits, hein, mais qui n'a pas la même fonction. Donc l'idéal, selon son étude, c'est de dire, je peux, avec ce passage de main intrinsèque plus en intrinsèque moins, mais de façon vraiment analytique, vous voyez bien, je suis 1, 2, 3, je reviens ici, hop, je relève, etc. Bien, je peux faire, et si vous le faites d'ailleurs, arrive un moment, on sent qu'au niveau de la main, dans la main, il faut quand même bien se concentrer, mais c'est très fatigant, quoi. Très, très fatigant au niveau de la main, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler, même si c'est votre outil de travail, hein, vous allez voir, vos doigts, ils vont morfler quand même. Bon, après avoir envisagé les fléchisseurs, on a les extenseurs, donc avec l'extenseur commun des doigts, c'est un muscle épicondylien latéral cette fois-ci, et l'innervation au nerf radial et non plus nerf médian. Oui. On part de l'extrémité inférieure de l'épicondyle latéral. C'est des tendons qui passent dans la gaine sous le rétinaculum des muscles extenseurs. Au niveau des métas, les tendons sont réunis par les languettes intertendineuses, on l'a dit tout à l'heure. Au niveau des MP, il y a la naissance des bandelettes sagittales, ces fameuses bandelettes qui vont maintenir ce tendon. Au niveau de P1, il y a la dossière des interosseux. Et au niveau de l'IPP, ça va se diviser en 3 languettes. Une qui va être médiale et les 2 qui vont être latérales, bien évidemment. La terminaison, c'est sur P1. Et ça va nous renforcer la capsule de P2 de la MP. On a une languette médiale sur P2 et la réunion des 2 languettes latérales, sur P3. Donc, il se divise en 3. 1 sur P1, les 2 languettes avec une languette médiale sur P2 et les 2 vont revenir sur P3 au-dessus. D'accord ? L'action
contribue à la stabilisation latérale du coude, mais ça, c'est pas dur. Quand vous avez un coude, tous les muscles épicondyliens, qu'ils soient latéraux ou médiaux, vous pouvez dire qu'en action, ils stabilisent le coude. Au niveau dynamique, ils vont être extenseurs de poignet, extenseurs des 4 doigts au niveau de la MP, essentiellement au niveau de la MP. D'accord? Rôle principal. Ce qui veut dire que quand je suis ici, c'est probablement les interosseux qui vont travailler. Si maintenant je suis ici, je peux avoir des extenseurs communs qui travaillent parce que j'ai mis une tension préalable. Ouais, vous comprenez ça ou pas? Là, j'ai mon système extenseur. Bien. On dit que l'insertion, il est essentiellement extenseur sur l'AMP, c'est-à-dire que c'est donc par sa bandelette médiale sur P1. Ouais. Il a des bandelettes, bien sûr, latérales sur P2 et ça se réunit sur P3. Donc, je ne te dis pas que ça ne travaille pas, mais quand je suis ici, l'action, elle est plutôt notable quand je suis là. D'accord? En extension, en rectitude ou en extension de poignet, je vais être ici. Ce qui veut dire que quand je suis en extension de poignet, là, je vais être prépondérant sur P1, et comme je suis en fléchisseur ici, je vais être prépondérant à distance. D'accord? Oui ou non? Sur mes fléchisseurs superficiels et profonds. Donc là, je suis en extrinsèque plus, puisque ce sont les muscles extrinsèques qui travaillent. Logiquement, ça c'est extrinsèque plus. D'accord? Si maintenant, je suis en flexion de poignet, flexion de MP, ouais, et que je veux avoir une extension des doigts, ici, ben là, on peut dire que en étant dans cette situation-là, je suis avec mon extenseur commun des doigts qui va être mis en tension préalable et qui va pouvoir agir sur P2, P3. Oui, ça, c'est des positions. Vous devez comprendre ces mécanismes-là, parce que quand vous allez rééduquer une main, vous serez sans arrêt en train de travailler avec la position en amont du poignet. Est-ce que je mets mon poignet en extension? Est-ce que je le mets en flexion? Est-ce que je mets ma MP en flexion ou en extension, etc., etc. Parce que ça vous permet après, soit de travailler dans une position bien particulière, je peux le travailler ici, complètement là, ouais, mais je peux très bien venir le travailler complètement ici, cet IPP. Je ne mets pas les mêmes structures en tension, et à ce moment-là, je peux imaginer qu'en termes de coulisses, je peux travailler l'ensemble des possibilités de glissement de ces tendons-là. Donc, elle est incomplète si le poignet est en rectitude et elle est nulle si le poignet est en extension. Ouais? Action notable sur l'IP si le poignet est en flexion. Ouais, je suis ici, poignet en flexion. L'IP est là. Sur les IP, oh putain, attends, voilà. Je déconne complètement. Extension des 4 doigts au niveau de l'AMP, ça d'accord. Et puis voilà, sinon sur les IP, donc action notable, si les IP sont en flexion, c'est ce que je vous ai dit, et incomplète, si le poignet est en extension, et nul si le poignet est en extension, vous êtes prioritaire sur P1, et ici, vous n'êtes plus sur du truc. Ça va être les muscles intrinsèques qui vont travailler ça. Pour le repérage, ça, relativement facile. L'extenseur propre du 2, il y a un extenseur propre du 2, nerf radial, il va partir du tiers distal de la face postérieure de l'ulna, plus la membrane interosseuse. Il va passer sous le rétinaculum des muscles extenseurs et il va se terminer sur le bord médial du tendon extenseur commun des doigts. C'est-à-dire que c'est un plus, quoi. Parce qu'il y a déjà l'extenseur commun, lui, il va être renforcé au niveau du 2 par un extenseur commun. L'action, c'est qu'il va participer à l'extension de poignet, à l'extension du 2, surtout au niveau de l'AMP, et puis à l'adduction. À l'adduction, si
Quoi? P par rapport à P3, c'est quoi ça? Il me manque un chiffre, ça doit être si P2 et par rapport à P3 est fléchi. Si les phalanges par rapport à P3 fléchis, laissez tomber ça parce que je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. Je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. Extension de P2, surtout au niveau de la MP. Retenez extension de P2. Laissez tomber cette histoire-là, là, l'adduction, vous laissez tomber ça. L'adduction. Ouais, j'arrive pas à imaginer ça. Bon, ça c'est facile à mettre en évidence. Au niveau testing, vous en avez tout là en ce moment? Hein? Là, au niveau de la main, tout ça? Vous avez déjà fait ça alors? Pas encore. Vous avez tout alors? Juste au-dessus, au poignet? Ouais, donc ça va pas tarder. Bah, ils ont déjà dû vous parler alors des compensations et de l'utilisation de ces positions de poignet par rapport à la rééducation. Ils vous en parlent un peu en techno de base? Oui, non? Ouais, suivant les enseignants. Et puis on a un extenseur propre du 5 également. L'extenseur propre du 5, il est donc innervation radiale, extrémité inférieure de l'humérus sur l'épicondyle latéral, entre l'extenseur ulnaire du carpe et l'extenseur commun des doigts. Il passe également sous le rétinaculum des muscles extenseurs et il va aller sur le bord médial de l'extenseur commun des doigts. Voilà. Au niveau du métacarpe. Il participe à l'extension et à l'inclinaison ulnaire du poignet. Extension du 5, bien sûr. Repérage, ça c'est pas dur. Tendon extenseur du 5. Vous maintenez toute la main et puis vous demandez. Alors, les muscles extrinsèques, voilà. Pour savoir, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Je crois que c'est à vous, non? Quand on parlait d'empan, quand on parlait de tout ça, je l'ai évoqué. Des fois, il y a des choses très simples, là on me voit certainement, il y a des choses très simples dans vos bilans de main qu'il faudra faire. Je vous ai évoqué Kapandji, la cotation de Kapandji l'autre jour, l'opposition et différents types d'opposition. Mais si jamais vous avez à avoir, savoir si ça marche, par exemple, il suffit simplement de faire ça, de monter, pour voir si vous avez les extenseurs du 1 et du 5 propres. Vous maintenez tout le reste et puis vous montez ces deux-là. Vous pouvez le monter même en essayant d'écarter et vous pouvez imaginer de mesurer cette distance-là. De même qu'on peut mesurer l'écartement pour chaque doigt. Imaginez que vous avez une main, elle ne bouge pas de trop. Des fois, c'est pas simple de prendre un goniomètre et de commencer à faire une goniométrie très analytique de la chose. Et pour autant, vous devez quand même retranscrire à vos collègues votre bilan. Ce qui est bien, c'est par rapport, vous prenez dans une position fonctionnelle la main qui marche bien, puis l'autre. Imaginons que je n'ai pas une ouverture de première commissure, j'ai là une belle ouverture de première commissure, puis là je n'ai pas une ouverture de commissure. Plutôt que de prendre des amplitudes, des fois il est quand même plus intéressant d'aller prendre une distance. Les gens qui travaillent à la main, ça ne les gêne pas du tout. Ils font bien évidemment beaucoup de mesures goniométriques analytiques, vous verrez, mais il y a des moments, je vous montrerai un tout petit film sur tout ce qui est bilan de la main quand même. Le film, il faut qu'il passe. Ça, c'est le bordel, il faudra que je voie avec mon ordi. Mais ça ne les gêne pas, ouais, c'est pénible ça. Ça ne les gêne pas de prendre tout un tas de mesures centimétriques au niveau de la main. Et donc, de prendre une première commissure, par exemple, première commissure, une mesure, ou ici, pour avoir les muscles propres du 5, bon là je serai sur l'abducteur, je ne suis plus sur l'extenseur, mais si je prends l'abducteur du 5, vous voyez bien que ça nous permet d'avoir
l'empan dont on parlait l'autre jour. Quelqu'un qui n'aurait pas d'abducteur du 5, il ne va pas pouvoir écarter son doigt. Si vous prenez un empan, l'empan va être au niveau centimétrique beaucoup plus faible. Ouais. Si vous prenez une ouverture de première commissure, vous avez une première commissure ici chez une main saine, et le gars qui est ici, qui n'arrive pas, parce qu'il n'a pas d'abduction de pouce, abduction-extension de pouce, hein, bien, s'il n'arrive pas à écarter, vous allez prendre au maximum, et vous verrez bien que votre mesure centimétrique ne sera pas du tout la même. Et vous pourrez avoir une progression comme ça, de dire je suis à tant de centimètres, je suis passé à tant de centimètres, etc., etc. Donc au niveau de la main, tous ces petits gestes-là qui paraissent insignifiants, vous verrez qu'il y en a qui sont intéressants, ne serait-ce que même au niveau de l'innervation. Quand on a des muscles qui sont innervés par le radial, il suffit simplement de voir si en distal, vous avez des choses très simples. Ouais, tu dis c'est bon, hein, mon innervation, elle est bonne. Et donc après les muscles extrinsèques, ça doit être les muscles intrinsèques, hein, qui naissent et qui se terminent au niveau de la main. Donc les lombricaux, les interosseux, palmaires et dorsaux, et puis les muscles hypoténariens, c'est-à-dire les muscles propres du 5. Alors les lombricaux. Premièrement, les lombricaux. La caractéristique anatomique de ces lombricaux-là, c'est que c'est les seuls muscles qui n'ont aucune insertion osseuse. Les lombricaux n'ont que des insertions tendineuses entre deux muscles antagonistes, c'est-à-dire qu'ils s'insèrent sur le fléchisseur profond des doigts, on l'a dit, et ils vont aller s'insérer en distal sur l'extenseur commun des doigts. Et c'est des muscles qui sont rapidement fatigables et qui sont peu puissants. C'est des muscles, en fait, c'est des tensiomètres, des régulateurs de la flexion-extension, avec ils sont riches en faisceaux neuromusculaires, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle essentiel sur le plan proprioceptif, avec une action qualitative, mais pas une action en force, rien du tout. Voilà. Et ils s'insèrent. C'est la raison pour laquelle on disait tout à l'heure que le rétinaculum, le ligament rétinaculaire oblique, avait un petit peu le même rôle que ces muscles-là. Eux, c'est en passif, et les autres, je vous rappelle, c'est en actif, pardon, alors que le rétinaculum oblique, il est passif, mais il part du système fléchisseur pour aller sur le système extenseur, de la même façon que ces muscles-là. Alors l'origine pour le L2, L1, lombricaux 1, lombricaux 2, ça naît du bord externe du fléchisseur profond des doigts. Ils sont unipénés au niveau de L1 et L2. Et puis, au niveau, les deux autres, vous l'aurez compris, vont être bipénés et vont naître sur le bord latéral de chaque fléchisseur profond des doigts. C'est-à-dire que là, vous avez donc le pouce. Ouais, on est sur ici sur un versant qui est externe, parce que du côté du pouce, hein, donc externe pour le L1, L2 et L3, L4, ils sont bipénés. Voilà. Et ils vont se terminer par une mince languette sur la face externe de la MP, la métacarpophalangienne. Sur le bord latéral de l'extenseur commun des doigts avec les interosseux, et puis ils vont ils vont participer à la dossière, puisqu'ils vont également sur la dossière des interosseux correspondants. On a deux innervations. L'innervation pour L1, L2, c'est le nerf médian. Pour L3, L4, c'est le nerf ulnaire. Médian L1, L2, et ulnaire pour L3, L4. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis là? Le L1, c'est pour voir qu'il était unipéné là. L1, L2, ils sont unipénés, alors que L3, L4, on voit bien qu'ils sont bipénés, ils partent de deux bords. 1, 2, pour aller sur la face. 1, 2, ils vont sur la face.
Ici, ils ne vont que d'un seul bord, unipéné, bipéné. En statique, donc proprioception des doigts plus, hein, un genre de dynamomètre. Ils font la flexion de P1 et l'extension de P2, P3. Voilà. Donc ça, on est sur une main intrinsèque plus, puisque ce sont les muscles intrinsèques qui travaillent. D'accord? Donc ici, je suis sur de la flexion de P1 et de l'extension de P2, P3. Donc là, je suis en intrinsèque plus ou en extrinsèque moins. Et ici, je suis donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon extenseur commun des doigts qui est le poignet en rectitude ou en extension qui prédomine sur la MP, on est d'accord? Et puis ici, qui va fléchir l'IPP et l'IPD, c'est le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond des doigts. Donc là, je suis en extrinsèque plus. Là, je suis en intrinsèque plus ou extrinsèque moins. Là, je suis en extrinsèque plus ou en intrinsèque moins. L'extrinsèque plus, ouais, une fois que vous avez le truc, l'extrinsèque plus, c'est un extrinsèque moins, c'est la même chose. Ouais. Le tout, vous, c'est de savoir si vous êtes plus à l'aise intellectuellement. Non, mais écoute bien, parce que c'est la même chose. Après, c'est sûr que quand vous êtes avec des intervenants qui sont plus à l'aise dans l'autre version que la vôtre, il faut commencer à jongler un peu. Mais une fois que vous êtes à l'aise sur une version, hein, c'est-à-dire que tu te dis, ben moi, j'envisage quand même vachement plus le rôle des extrinsèques que le rôle des intrinsèques. Ben, tu te mets extrinsèque, tu vas dire, ben, l'extrinsèque qui fait l'extension de la MP, d'accord? Et puis, les fléchisseurs superficiels et profonds, ils font la flexion ici. Donc là, je suis en extrinsèque plus. D'accord? Oui? Je suis en extrinsèque plus. Maintenant, les muscles intrinsèques. Les muscles intrinsèques, avec ce que je vous dis, ils font la flexion de P1 et l'extension de P2, P3. Ouais, donc là, je serai en intrinsèque plus, puisque c'est eux qui sont activés plus. Mais l'intrinsèque plus, c'est une extrinsèque moins. Ouais. Comme l'extrinsèque plus, c'est une intrinsèque moins. Donc c'est vrai que quand on parle comme ça rapidement et tout, on a vite fait, moi le premier, hein, on a vite fait des fois de se dire putain, attends, je suis en train de dire quoi là? Mais vous à tête reposée, le tout c'est de savoir sur quel système vous voulez vous caler. Si c'est plus facile pour vous de raisonner extrinsèque, ben vous prenez une main extrinsèque plus, voilà, ou extrinsèque moins. Ouais. Extrinsèque plus, extrinsèque moins. Si maintenant vous êtes sur les muscles intrinsèques, vous allez dire intrinsèque plus, intrinsèque moins. Et sachant qu'une intrinsèque moins, c'est une extrinsèque plus. D'accord? Voilà, bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Bien, bon, le testing, recherchez ça. Le positionnement passif en position extrinsèque ne permet pas d'étirer les lombricaux. Ah oui. Alors, le positionnement, ça, j'avais retrouvé ça dans le bouquin, parce que c'était pour vous au niveau de la MOB. Parce qu'au niveau de la MOB, après, le tout, c'est de savoir quand on a des rétractions. Hein, le principe d'une rétraction, c'est d'essayer d'une structure qui est rétractée. Si vous voulez récupérer de la mobilité, c'est de l'étirer. D'accord? Donc, comment est-ce que je vais faire? On sait que le positionnement passif en extrinsèque plus ne permet pas d'étirer les lombricaux. C'est-à-dire que vous prenez la main, vous le mettez comme ça, vous n'allez rien étirer du tout. Ouais. Maintenant, vous lui demandez activement de le faire, on sent de toute façon qu'au niveau de la main, au niveau musculaire, on commence à sentir quelque chose. C'est pour ça que l'exercice de M. VB tout à l'heure, hein, de partir d'ici, de se mettre en intrinsèque plus, de faire l'effort après, de faire ce truc-là, et puis de passer en extrinsèque plus, nous permet après
d'avoir un glissement et un étirement efficace au niveau des différentes. J'espère que ta question n'est pas trop. Pas trop gênante. Vas-y, non, je déconne. Ah, on est d'accord, oui, bien sûr. Pour passer d'une position à l'autre, arrive un moment, tu as un petit peu de tout. Je suis d'accord avec toi. Non, fais attention parce que je n'ai pas montré avec ça. J'ai montré sa position à lui, c'est toujours le poignet en rectitude. Hein, on n'a pas fait ça. Si tu commences à faire ça, tu changes tout parce que tu mets vraiment le système extenseur en tension maximale, d'accord ? Là, tu sens que c'est pas en extension. Là, ça commence à être en extension. Ici, je suis comme ça, j'ai rien sur mon système extenseur. On va dire que je suis en course interne complet, là. Ouais, je suis en course interne complet. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des moments, vous verrez que vous pourrez travailler certaines amplitudes ici, par exemple. Mais si vous venez là, vous allez pas, enfin, plus exactement, là, tu devrais me dire, objection, votre honneur, parce que comme je suis en train, oui, tu pourrais me le dire, hein, tu devrais me le dire d'ailleurs, parce que je suis en train de raconter une grosse connerie. Enfin, en le faisant, la logique est vraie de ce que je te dis, mais la démonstration est fausse. C'est-à-dire que je suis en train de te démontrer ça sur des fléchisseurs, et il y a des moments, c'est plus compliqué que ça. Non, je vais vous dire pourquoi. Ouais, c'est pas que je veux vous embrouiller, mais au niveau articulaire, on comprend bien que c'est une question de course interne ou de course externe. Tu vois bien. Donc, il y a des moments où tu pourras être ici et y aller tranquillement. Alors, ça dépend si tu veux être en passif sur le système extenseur ou en actif sur le système fléchisseur. Il y a ça aussi. Parce que si tu es en actif sur le système fléchisseur, là, je ne suis pas très bon, entre guillemets, parce que je suis en insuffisance musculaire. Je suis en course interne. Donc, j'aurais tout intérêt à venir pour faire travailler en actif en étant en prétension. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Il y a l'effet ténodèse qui facilite cette position-là. Aussi, bien sûr, mais il n'empêche que quand même, je suis en prétention, donc je peux faire. Pour autant, au niveau articulaire, enfin au niveau de certaines tensions, j'aurais plus intérêt à venir ici pour le faire que de me mettre là. Ouais. Eh oui. Mais ici, d'un autre côté, ici, si tu veux venir là, ça dépend qu'est-ce qui est rétracté. Si c'est des tissus conjonctifs, enfin des structures capsulo-ligamentaires, on peut comprendre. Si c'est tendineux, musculo-tendineux, bah là c'est l'inverse parce que tu es ici, tu vas le mettre en tension. Donc tu ne vas pas pouvoir aller par exemple en flexion. Alors que tu te mets ici, tu vas détendre, tu vas pouvoir y aller, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de la main, vous serez sans arrêt en train de jongler avec ces positions-là. Sans arrêt. Enfin, en tous les cas, retenez que ce truc-là, les lombricaux, c'est pas avec un positionnement extrinsèque passif que vous allez les étirer. Ça va être avec un positionnement de type actif, donc tous ces exercices avec des petites compensations, je te le concède, là-bas, en fonction de ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même ça qui va à la fois étirer potentiellement les lombricaux et qui va avoir un glissement différentiel entre eux, puisque je vous rappelle que son étude au départ, c'est pour un glissement différentiel entre fléchisseur superficiel et fléchisseur profond des doigts. À côté des lombricaux, on a les interosseux palmaires ou dorsaux. Les interosseux palmaires, ils vont tous les interosseux palmaires vont faire l'adduction des doigts, d'accord? Ils ramènent tout vers le 3. On a dit que le 3, c'était vraiment l'axe de la main. Donc ça part de tous les métas, sauf M3, puisqu'on ramène tout vers M3. Par la face qui regarde l'axe de la main. Les dorsaux, eux, vont être sur les deux métatacarpiens adjacents, c'est-à-dire qu'ils ont
une insertion sur 2 métas, alors que les interosseux palmaires, c'est sur un seul. Hein. Et on va donc sur les 2 adjacents, avec une insertion large du côté le plus proche de l'axe, et puis une mince vers celle qui regarde l'axe. Bon, ça c'est pour la petite histoire. La terminaison directe sur le tubercule latéral de P1, et une qui rejoint l'interosseux qui lui est opposé, formant la dossière des interosseux. Voilà. Et puis, il y en a qui vont sur l'extenseur commun des doigts, bandelette latérale et quelques-unes bandelettes médiales. C'est toute cette structure qu'on a vue tout à l'heure, avec cette dossière des interosseux, mais toutes ces insertions qui viennent dessus également, avec l'extenseur commun des doigts. Innervation nerf ulnaire. Donc l'action, les palmaires, ils resserrent, parce que comme le 3 ne bouge pas, ils vont resserrer, et les dorsaux, ils écartent. D'accord? Les dorsaux écartent, les palmaires, ils ramènent. Et ensemble, c'est des puissants fléchisseurs de MP. D'accord? Puissants fléchisseurs de MP, puisque de toute façon, ça, on est en intrinsèque plus. Donc, j'ai une flexion de MP et une extension des IP en synergie avec l'extenseur commun des doigts. Mais l'extenseur commun des doigts, il est de moins en moins efficace au fur et à mesure que vous êtes en extension de poignet. D'accord? Si vous êtes en extension de poignet, il ne va être efficace que sur l'AMP. Et il ne deviendra efficace, cet extenseur commun des doigts, enfin de plus en plus efficace que quand vous avez le poignet, enfin tout qui est en flexion. D'accord? Donc là, on est sur une intrinsèque plus, flexion de P1, extension P2, P3, mais avec quand même un petit peu d'extenseur commun des doigts, puisqu'il s'insère dessus. D'accord? Bon, ça, je passe. Bon, ça, c'est relativement simple. C'est tout le. Ah, voilà. Ça, c'est le boxon, quand on voit tout ce qu'il y a là-dessus. Ça, c'est du. Je vous laisserai. On ne va pas tout détailler. C'est. Aidez-moi. Le nether. Ça, c'est dans du nether que vous retrouvez ça. Maintenant, la lange hypoténarienne. On va avoir 3 muscles qui vont être l'opposant. On parlait l'autre jour des oppositions, hein, donc on va avoir bien sûr l'opposant du 1, mais qui va nous creuser la main, on va avoir l'opposant du 5 qui va revenir comme ça. On va avoir le court fléchisseur du 5 et puis on va avoir l'abducteur du 5. Voilà. Donc l'abducteur du 5, l'origine pisiforme est rétinaculum des muscles fléchisseurs. Et puis il va sur P1 en terminaison du 5, voilà. Et là encore sur la dossière interosseuse. En statique, translation latérale, stabilisation de MP du 5, en dynamique, l'abduction, et lui va jouer le rôle de l'interosseux dorsal. On a dit que les interosseux permettaient d'écarter les doigts, d'accord? Lui, en fait, c'est son interosseux pour écarter les doigts, c'est son abducteur du 5. Voilà. On a le court fléchisseur du 5, donc qui va partir de l'amatome et qui va aller jusqu'à P1 du 5. Voilà. Il va également avec l'abduction du 5 sur la dossière interosseuse. Donc, vous voyez bien, la dossière interosseuse, vous pouvez tout mettre dessus, il y a tout qui y va dessus. Hein. En statique, stabilisation de la MP du 5 et en dynamique, flexion de la MP du 5. Voilà. Flexion de la MP du 5. Vous stabiliserez les autres doigts, vous verrez en testing. Vous passerez votre main comme ça, et puis vous allez avoir votre MP qui va se fléchir.
Pardon? Ah, ouais, bah ça, ils verront ça en testing, hein, c'est-à-dire que vous bloquerez toujours tous les autres doigts, et puis voilà, vous aurez. Je sais pas où il est. Ouais. Ouais, c'est un peu la merde la main. Faut quand même reconnaître hein, que ceux qui bossent dans la main. Moi, j'aime bien bosser les mains, mais je ne ferai pas ça du matin au soir, hein, je vous avoue. Pourtant, c'est hyper intéressant. Hein. Et j'ai des collègues qui ont fait toutes leurs. Qui sont encore en train, là. Enfin, j'ose espérer pour eux qu'ils changeront un petit peu. Non, mais c'est pas parce que j'aime pas ça. Hein, j'ai eu des collègues qui sont partis en retraite, là, dernièrement, il y a 2 ans, 2 et 3 ans. Ces 2 filles qui avaient fait, écoutez bien, toute leur carrière que dans la main. Elles étaient incapables de leur propre dire, hein, incapables de soigner une entorse de cheville. S'en foutaient d'ailleurs. Elles étaient passionnées par la main. C'est des gens qui avaient commencé leur carrière avec Monsieur Merle, avec Monsieur Michon même, Michon, Merle, ainsi de suite, à Domartin-les-Toules, là. C'est-à-dire les prémices de la microchirurgie, etc. Et c'était des encyclopédies sur la main. Elles savaient absolument tout. Alors l'anat, je vous en parle même pas. Hein. Et puis tout ce qui était évolution de la chirurgie. Mais c'était vraiment, elles faisaient dans de la dentelle, quoi. Hein. C'était un régal de les écouter. Mais moi, je devrais pas le dire. Hein, je me ferais chier à faire toute ma carrière avec que de la main, quoi. Hein, que de la main. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est tellement. Puis on a vu l'utilité de la main la dernière fois. Hein, enfin, quand je vous ai dit un petit peu toute la symbolique de la main, moi j'y crois énormément. Hein. C'est-à-dire que c'est. On n'a qu'à voir quand vous avez un simple truc, comment vous êtes emmerdé avec ça. Ouais. Bon, il nous reste l'opposant. Bon, l'opposant, amatome, rétinaculum des muscles fléchisseurs, et il va sur la face médiale du corps de M5. Voilà. Action, stabilisation. De toute façon, dès que ça ponte une articulation, vous stabilisez. Et en dynamique, ça porte le M5 en avant, en dehors et en supination. On dit en dehors parce que n'oubliez pas que la position anatomique, on est toujours comme ça. Donc si tu te mets là, je suis debout. Pardon, donc je suis, la main, je ne sais pas où elle est, là, comme ça. Voilà. Ça, c'est l'extérieur là-bas. Hein. Donc, si jamais je fais de l'opposition, je vais donc vers l'extérieur. D'accord? Donc, ça porte le M5 en avant, en dehors et en supination. Ouais, des fois, il y a des trucs comme ça, tu dis, wow, qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'on regarde la main, mais il faut se remettre dans la position anatomique. Hein. Alors, là, les fameuses zones dont je vous parlais. Alors, autant il y a des petits muscles là, je ne dis pas qu'il faut les oublier parce que vous êtes étudiant, donc vous devez connaître tout ça. Mais vous les oublierez rapidement, ça, j'en suis sûr. Oui, ouais, je te confirme, parce que moi-même en étant dedans, je suis obligé de m'y remettre. L'anatomie, c'est quelque chose que vous verrez 1, 2, 20, 200 fois. Hein. On est sans arrêt en train de se remettre dans l'anatomie. Hein. Il n'y a pas photo parce que ça part. Hein. Les régions où vous travaillez beaucoup, vous les connaissez bien. Celles que vous travaillez une fois tous les 36 du mois, vous oubliez forcément. Donc vous, j'ai pas de problème avec ça. Au bout du compte, vous êtes bien plus fort que nous en anatomie. Parce que vous êtes dedans, vous. Puis on vous demande le moindre détail, sur les lieux de stage. On me démentirait fortement à dire que tous les thérapeutes connaissent leur anatomie sur le bout des doigts. Hein. Ils connaissent super bien l'anatomie de ce qu'ils travaillent au quotidien, mais le reste, on est obligé de se remettre dedans, on est comme tout le monde. Alors que vous êtes vraiment dedans. Vous, c'est votre job en ce moment, donc vous êtes meilleur, forcément. Alors, par contre, ces zones-là, pour ceux qui vont travailler au niveau de la main, c'est hyper important. Zone 1, zone 2, zone 3, 4 et 5. Donc, la zone 1, il y a un seul tendon, donc c'est facile à retenir. Hein. Vous saurez qu'un tendon, parce qu'on est au bout, quoi, c'est le fléchisseur profond des doigts, tout simplement. Hein, on est proximité d'insertion du tendon, c'est une source de vascularisation, suture solide. Hein, souvent, suture solide. Zone 2, c'est le no man's land. On appelle ça le no man's land parce que il y a les canaux ostéofibreux étroits, il y a les poulies A1, A4, vascularisation précaire. Je vous rappelle que la vascularisation,
Et comme il y a les gaines, c'est par le passage des vincula, du mésotendon, qui va venir nourrir ce tendon-là. Et donc, c'est une zone qui est, c'est pas terrible. De par les poulies, c'est quand même pas terrible. La zone 3, elle est en aval du bord distal du ligament annulaire du carpe, antérieur du carpe. Et c'est une zone avec des lésions vasculaires possibles en région de l'arcade vasculaire palmaire superficielle. La zone 4, ça correspond au canal carpien. Donc là, c'est le problème du canal carpien, c'est les lésions possibles du nerf médian. Et puis la zone 5, c'est ce qui est en amont de ligament annulaire, ligament annulaire antérieur du carpe. Voilà. Les zones qui posent le plus problème au kiné, c'est, vous l'aurez compris, la zone 2 et 3. 2 et 3. Voilà. La 2 en priorité, puisque c'est pas pour rien qu'on l'appelle la no man's land. Au niveau des doigts, au niveau de la face dorsale, c'est un petit peu plus complexe, un tout petit peu plus complexe. Ces zones, alors, ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu comme les poulies, c'est-à-dire que les zones impaires sont toutes en regard d'une articulation. On part toujours du distal pour aller vers le proximal, au niveau de ces zones-là. Vous remarquerez, on ne part pas du proximal au distal, vous parlez du distal au proximal. Et donc, les zones impaires, comme pour les poulies, sont au niveau, comme pour les... Oui, comme pour les poulies impaires, je vous ai dit 1, 3, 5, c'était MP, IPP, IPD. Et puis après, les paires, c'était entre. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que toutes les zones impaires sont en regard d'une articulation. D'accord? Donc, la zone 1, zone 2, zone 3, zone 1, zone 3, zone 5, par contre, excusez-moi, c'est IPD, IPP et MP. Voilà. Et zone 7, on est sur le complexe au niveau du poignet, avec le rétiniculum des muscles extenseurs. Ensuite, vous mettez les zones paires entre, avec donc les bandelettes terminales, médiales ou dossières des interosseux, et puis la zone 6 qui est la face dorsale de la main. Bon, celle qui est les zones qui sont un peu sensibles, toutes les zones peuvent être sensibles bien évidemment avec les sections tendineuses, parce qu'au niveau de la main, vous avez les tendons qui sont vraiment à fleur de peau. Mais vous remarquerez que par la complexité de la dossière, la zone 4 est toujours très délicate quand même, très délicate, cette zone 4 à traiter. La zone 5, pas plus que ça. Bon, après, toutes les zones sont importantes. Toutes les zones sont importantes. Bon, l'effet ténodèse, on en a déjà parlé. La partie passive de la flexion provoquée par la mise en tension des fléchisseurs due à une extension de poignet. Donc voilà, ça, vous connaissez ça bien maintenant. La flexion des doigts. Alors, le rythme de la flexion, c'est toujours dans la même chronologie, sauf si c'est contrarié. Mais c'est-à-dire si c'est contrarié, si vous travaillez en chaîne fermée avec le bout des doigts qui ne va pas répondre. Mais si vous êtes en préhension, un rythme normal, c'est toujours la même chose. C'est d'abord le fléchisseur profond des doigts, fléchisseur permanent qui s'insère sur P3, mais l'action est contrecarrée par la tension du ligament rétinaculaire, flexion oblique, qui est dorsale et maintenue par le fléchisseur commun des doigts, c'est ce qu'on a dit. Donc en fait, l'action, elle ne va pas être sur l'IPD, mais elle va être sur l'IPP. C'est-à-dire que c'est en distal que ça démarre, en termes de chronologie. On va dire que c'est le profond qui démarre, mais au final, ce que vous regardez, si vous vous mettez comme ça puis que vous commencez à fléchir, vous verrez que même si vous essayez de vous concentrer sur la partie distale, c'est malgré tout l'IPP qui va commencer à fléchir. D'accord? C'est toujours comme ça, c'est toujours IPP, IPD et MP.
IPP, IPD, MP. Et tout ça, c'est dû à la tension du ligament rétinaculaire. Donc, conclusion, voilà, la chronologie, la flexion prononcée des IPP-IPD étire les interosseux et puis les lombricaux, et donc on a une mise en tension une mise en tension qui va correspondre à la flexion de la MP complétée par le bras de levier de la dossière. Hein, c'est ce schéma que vous avez, que vous pouvez retrouver dans du Dufour, ça c'est dans le Dufour. Et vous avez donc comme chronologie IPP, IPD, MP. Ce qui veut dire qu'au total, la flexion associe une activité des muscles propres à chaque segment osseux, intrinsèque pour P1, et puis fléchisseur superficiel des doigts pour P2 et profond pour P3. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Enfin, après, voilà, à chaud, c'est toujours très compliqué. Il faut laisser digérer le truc et puis se remettre en regardant un petit peu sa main, en se disant extrinsèque plus, extrinsèque moins, je fléchis, comment que ça se passe, qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est détendu. Alors, l'accourcissement, c'est le déplacement des tendons fléchisseurs du médius en flexion maximale. On nous dit qu'au niveau de l'IPP, on a pour les profonds un déplacement de 5 mm. Pour les superficiels, ben, rien du tout. Au niveau pour l'IPD, pardon. Pour l'IPP, 17 et 16. Pour l'AMP, 23, 26. Le poignet, 38, 46. Au total, on a donc quelque chose de l'ordre de 8 cm quand même de déplacement au niveau de ces fléchisseurs-là. Et donc, le dilemme du traitement précoce, c'est à la fois d'avoir une bonne cicatrisation, mais une non-adhérence. Une non-adhérence. Donc, il faut globalement mobiliser tout en respectant la cicatrisation, et c'est là où vous allez jouer avec ces différentes mises en tension possibles en fonction bien sûr de la zone où vous allez être atteint. Vous allez mettre la zone qui est sus et sous-jacente, soit en tension, soit en détente, etc. Mais c'est vraiment un dilemme de ça, parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que ça cicatrise bien. Le problème, c'est que si ça cicatrise, si vous ne bougez pas, ça va adhérer malgré tout, et si ça adhère pas, si ça adhère, ça bouge plus. Et donc du coup, vous avez des gens qui ont des ténolyses, des arthrolyses et compagnie. Et puis c'est intervention sur intervention. Plus vous allez intervenir, et plus ça va être le bordel. Bon, qu'est-ce que l'effet quadrige au niveau des doigts? L'effet quadrige, c'est la mise en tension forcée de 3 doigts qui est à l'origine du blocage d'un doigt libre. Voilà. C'est-à-dire que c'est difficile de mobiliser un doigt. Ouais, alors ça on a déjà vu le phénomène inverse, enfin pas inverse, mais je suis en train de lire, le phénomène s'explique par le fait que les tendons du fléchisseur superficiel des doigts sont bien individualisés, ça on est d'accord au niveau de l'avant-bras, alors que ceux du fléchisseur profond ne le sont qu'à partir de la main, ce qui leur interdit leur contraction isolée. Mais de temps en temps, vous avez des patients qui y arrivent quand même, c'est parce que voilà, ils ont une insertion qui... Bon, ça, c'est anecdotique, on ne vous parlera jamais de l'effet quadrige. Maintenant, pour ce qui est de l'extension des doigts, comment que ça se passe au niveau de l'extension des doigts? Eh ben, c'est un petit peu plus complexe, là, au niveau de l'extension des doigts, parce que on a beaucoup plus d'éléments. Et puis, c'est relié par, enfin le système, vous savez, est relié par les lombricaux et le ligament rétinaculaire. C'est-à-dire que l'extension de P1 est sous la dépendance
de la bandelette médiale de l'extenseur commun des doigts, c'est ce que je vous disais, hein, on est essentiellement sur P1 sur l'extension, et l'extension de P2, P3, elle va être sous la dépendance bien sûr de l'extenseur commun des doigts, mais également sous ceux des interosseux. Et là, ça va dépendre en fait de la position de l'AMP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand l'AMP est en hyper-extension, toute l'énergie du système extenseur est captée par P1. Et donc, P2 et P3, enfin P2 et P3, oui, ils vont être sous la dépendance des muscles intrinsèques. D'accord? Maintenant, quand vous allez être avec un poignet qui va être en flexion, eh bien, on peut avoir un extenseur commun des doigts qui va travailler de façon prépondérante, certes sur le P1, mais qui va pouvoir travailler également sur P2, P3. Je reprends. Quand vous êtes en extension, toute l'énergie de l'extenseur va être sur P1. Donc, après l'extension de P2, P3, c'est les muscles intrinsèques de la main qui vont le faire, essentiellement. Maintenant, quand j'ai un poignet qui est en flexion, eh bien, je vais avoir un extenseur qui va travailler sur l'ensemble des trucs. Donc là, ça dépend encore de votre positionnement. Pour s'en rendre compte, une petite étude qui était toujours dans ce bouquin-là, que je vous ai cité, là, très intéressant, je pourrais vous remontrer la page de garde. Ils se sont amusés à mettre un repère noir pour le système extenseur extrinsèque et puis un repère rouge pour la mobilisation du système extenseur intrinsèque. Et puis voilà ce qu'ils ont fait. On nous dit que la mise en flexion de la MP provoque un avancement du repère noir, hein, mais que le repère rouge ne bouge pas. Ce qui veut dire que ça confirme que le système extrinsèque est responsable de P1 sans action spontanée sur l'IPP et l'IPD. Maintenant, quand vous avez la mise en flexion de la MP, de l'IPP, pardon, ben, cette flexion d'IPP ne déplace pas le repère noir. Par contre, on repère un avancement du repère rouge, ce qui signifie que le système intrinsèque est responsable de l'extension de l'IPP. Et on fait la même chose pour l'IPD. Sa mise en flexion ne déplace pas le repère noir. Et par contre, on observe un avancement du repère rouge, ce qui veut dire là encore que le système intrinsèque est responsable de l'extension de l'IPD. D'accord? Ça revient à dire exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais c'est une étude. J'ai trouvé ce truc-là, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer pour voir qu'il y a des gens qui s'amusent quand même. Mais enfin, c'est bien de le démontrer comme ça. Hein. C'est très bien. Donc, chronologiquement, comment ça joue? On va commencer chronologiquement par une extension de MP. Ouais. L'IP va commencer à s'étendre à mi-course de l'extension de la MP et on va avoir une extension de l'IPP qui va précéder l'IPD. C'est-à-dire qu'on est toujours sur MP, IPP, IPD. Et globalement, on peut dire que l'extension est sous l'influence de l'extenseur commun des doigts si la flexion des MP est comprise entre 45 et 90, ouais, et des extrinsèques si la flexion de la MP est comprise entre 0 et 45. Oui, c'est bon ça? C'est une façon différente de dire ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Hein. Et donc, je vous rappelle que cette extension d'IPD, l'interphalangiale distale, elle est due à
à la mise en tension de surrétinylum oblique par extension de l'IPP. C'est ce système de ligament qui part du système fléchisseur pour aller sur le système extenseur, avec ce qu'on avait dit comme étant le phénomène ténodèse croisé. C'est-à-dire que l'extension de l'un amène l'extension de l'autre, la flexion de l'un amène la flexion de l'autre. Alors, la balance entre le système fléchisseur-extenseur. Position de repos. Quand vous avez une position de repos, vous regardez que globalement, toutes vos articulations sont en légère flexion. On n'est jamais au repos avec des mains qui sont complètement tendues. On n'est jamais au repos avec des mains qui sont complètement fléchies. Si vous avez une main qui est au repos, vous regardez, on a tous nos trucs sont globalement en demi-flexion. Et donc, cela nécessite une balance parfaite au niveau de l'AMP avec un équilibre des intrinsèques, avec l'extenseur commun des doigts. Ouais. Au niveau de l'IPP, entre l'extenseur commun des doigts et le fléchisseur superficiel des doigts, et au niveau distal, entre le fléchisseur profond des doigts et les muscles extrinsèques. En moment de force, les muscles fléchisseurs sont toujours plus forts que les muscles extenseurs. Et c'est la raison pour laquelle on est, entre autres raisons, c'est la raison pour laquelle on est toujours plutôt en... C'est pas parce qu'on est... ceux qui sont comme ça, là, qui ont des oursins dans les poches, c'est parce qu'ils ont vraiment des muscles fléchisseurs très, très puissants. Hein? Oui. T'es plutôt... t'es vosgien, peut-être. Un peu vosgien, c'est vrai? Comme quoi, j'invente rien. Je suis... non. Enfin, ça se disait, ça se disait. Alors, voilà, fameuse extrinsèque moins, intrinsèque moins, extrinsèque plus, et voilà, qu'est-ce que c'est? C'est donc la position intrinsèque plus ou extrinsèque moins traduit la prépondérance, mais ça je vous dis ça depuis tout à l'heure, des muscles intrinsèques, c'est-à-dire flexion de l'AMP par les lombricaux et extension IP par les interosseux. D'accord? Donc une intrinsèque plus, c'est une extrinsèque moins. Maintenant, la position extrinsèque plus, c'est la prépondérance des muscles extrinsèques. On a dit que l'extenseur commun était prépondérant sur P1, d'accord? Et que le fléchisseur superficiel et commun était donc prépondérant ici, dans cette position-là. Donc ça, c'est une extrinsèque plus ou une intrinsèque moins. Et là, intrinsèque plus ou extrinsèque moins. Ça va? Il pleut. Pour ces positions, c'est de l'orage même. Pour ces positions, ah bah oui, je sais. Eh ben, ça va vous permettre de digérer ça sous la flotte. Hein, je vais vous laisser repartir avec ça. Je regarde ce que j'avais, le reste, non, c'est pour enfoncer le clou, c'est bon. Je laisse tomber le reste. Mais bon, ça, vous entendrez sans arrêt parler de ça. Sans arrêt. Vous avez compris, là? Intrinsèque plus, extrinsèque moins. Après, vous avez compris que c'était plutôt des coulisses et des poulies, enfin des poulies entre guillemets, alors que c'est un système de haubanage au-dessus. Hein, que dans ce système de haubanage, ce qui est important, c'est la coulisse la dossière des interosseux, ouais, et que ça nous permet de faire un glissement, de plaquer et puis de faire un glissement. Ensuite, on a toutes ces positions pour savoir est-ce que c'est le système extrinsèque plus, extrinsèque moins, et tout le reste, c'est de l'anatomie. Je vous renvoie à ce qu'on a pu dire là, mais surtout au cours de M. Grignon, parce que c'est de l'anatomie de base. Voilà. Ensuite, quand on fléchit, c'est systématiquement IP, P, IP, D, MP. Quand on fait de l'extension, c'est systématiquement MP, IPP, IPD.
au niveau chronologique. Et après, systématiquement, vous allez vous mettre les muscles qui vont en face, en fonction là, de la position de votre MP ou de la position du poignet. Si vous êtes en prétention, en course interne, etc., etc., c'est-à-dire en position d'insuffisance ou pas au niveau des muscles. Oui, Tout à l'heure, vous avez dit quand on était en flexion, c'était l'extenseur commun des doigts qui pouvait faire le travail sur l'ensemble des Je dis que comme il y a une mise en tension, oui, là on raisonne, tous ces trucs-là, on raisonne toujours par rapport à une main qui est en rectitude. Oui, attendez, je suis d'accord. Pourquoi c'est marqué les interventions, du coup on en principe plus pour l'extension de Pardon? Pour? l'extension des interphalangiennes. Attends, t'es où là? T'es où? Non, mais t'es dans quelle position, je veux dire? T'es en intrinsèque plus? Hein? T'es en intrinsèque plus. L'intrinsèque plus, tu vas avoir l'intrinsèque plus, extension des IP, oui, par l'interosseux. Ce qui veut dire que là, je suis sur une extension pas des IP, là, de la MP. Là, je suis en extension MP et l'extension des IP par interosseux. Et qu'est-ce que tu me racontes, toi? Là, vous êtes en extrinsèque, en intrinsèque. Intrinsèque plus. Extrinsèque plus, voilà. Voilà. Là, je suis en extrinsèque. Et d'accord? Là, je suis en intrinsèque. Là, je suis en intrinsèque, là, je suis en extrinsèque. Voilà. Donc, tu veux, là, la première à gauche, c'est cette position-là. Je suis en intrinsèque plus. L'intrinsèque plus, je suis une flexion par mes lombricaux et une extension par les interosseux. Oui. Oui. Maintenant, je te dis que si jamais les interosseux s'insèrent quand même sur l'extenseur comme un des doigts. Donc, je ne te dis pas qu'il n'intervient pas du tout. Je te dis qu'il n'est pas prépondérant. Hein, d'accord? Il est loin d'être prépondérant. Mais maintenant, si jamais tu le mets ici, plus tu vas le mettre en flexion, plus tu sens que tu vas pouvoir le recruter. C'est ça que je veux te dire. Alors que quand tu es en rectitude ou en hyperextension, tu vas faire de l'extension vraiment sur P1, mais tu ne vas pas pouvoir le faire globalement sur les autres doigts parce que ici, tu vas être en prépondérant ici et insuffisant là. Donc, ce qu'il va faire, c'est les interosseux. On est d'accord, ça y est? Ouais. Mais tu vois que pour vous en sortir, il faut que vous mettiez sur un type de main. Est-ce que je suis sur de l'extrinsèque ou de l'intrinsèque? Puis après, vous faites votre raisonnement. Moi, je suis plutôt sur de l'extrinsèque. Personnellement, je raisonne plutôt sur extrinsèque. Voilà. Je suis un peu primate. Donc, tu vois, c'est la main du singe. Ça. Hein? Hein? On te l'avait déjà dit? Non? Qui c'est qui a dit? Si, j'ai entendu, on me l'a déjà dit. Bon. C'est la phalange du singe quand je frappais mon petit frère. Voilà. Ah d'accord. Bon. C'est la main du singe quand tu frappais ton petit frère. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Il frappe son petit frère avec une main de singe, lui. Il est quand même très Monsieur? Oui, dis-moi. Est-ce que ce serait possible de poser une question sur un autre cours? Je ne sais pas si on a le temps encore. Sur un autre cours, oui, vas-y. Parce que du coup, dans la pronosupination, j'ai pas bien compris la dérive rotatoire avec la contraction des fléchisseurs des doigts. Attends. Pardon? Sur la pronosupination. Pronosupination, oui. Oui. J'arrive pas à comprendre la dérive rotatoire avec... avec la main qui est fixée ou pas fixée, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut que tu imagines par rapport à une main qui est fixée ou qui n'est pas fixée, c'est que quand tu vas être... merde, je ne sais pas si elle me voit encore. Si. Si, tu me vois? Ouais. Quand tu vas avoir ta main qui prend quelque chose... Comment je pourrais me mettre, moi? Quand tu vas avoir ta main qui prend quelque chose ici, hein,
Si jamais tu serres fort, si tu ne serres pas et que tu tournes, ben, tu sens que à la limite, je prends ma main, je ne la serre pas, et puis je tourne mon avant-bras. On va imaginer que toi, tu sens qu'il y a une espèce de dérive rotatoire au niveau de ton carpe. C'est-à-dire que ça arrive un moment, ça fait mal, quoi. C'est comme si tu faisais du passif, tu vois bien, et tu pousses le truc. Tu sens que tu as une dérive rotatoire entre les rangées du carpe. Si maintenant, tu prends quelque chose en force comme ça, et puis que tu le tournes, que ce soit en supination ou en pronation, ben, tu vas verrouiller tout et ta dérive rotatoire, elle va être moins importante. C'était ça le truc. D'accord. La notion de dérive rotatoire, il y avait une notion de préhension forte ou pas en distal. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'était pour mettre en évidence qu'en fait, on avait tout un système pour transmettre la pronosupination. On avait tout un système de câblage qui entourait la main. Rappelle-toi ces représentations du four avec comme des marionnettes là, avec tous ces câbles. Hein. Donc, on a des systèmes passifs ligamentaires qui vont nous permettre de transmettre la supination ou la pronation. Mais en plus, toi, comme si tu embrayais tout, quoi. Bref, tu bloques tout par une contraction forte en distal. Ouais. Et donc, tu as moins de dérive rotatoire que si jamais tu prends pas fort ou qu'on on te tourne la main. C'est comme si tu avais ton point fixe, admettons en proximal, on te prend la main, on te la tourne. Tu sens bien qu'au niveau du poignet, tu vas pas trop aimer. Et puis maintenant, tu tiens quelque chose de fort ici, on essaye de te tourner. Ben comment t'expliquer ça? La notion de dérive rotatoire, ça vaut ça. Vous n'aviez pas compris ça? Les deux diapos, moi je vois bien ce que ça veut dire, mais la semaine prochaine en ouverture, je reprends les deux diapos, parce qu'il y en avait deux des diapos sur la dérive rotatoire, pour expliquer en plus qu'est-ce qui transmet la supination et qu'est-ce qui transmet la pronation. D'accord? D'accord, merci. Donc, voilà, je reprends ça en tout début de cours la semaine prochaine. Okay. Salut. Alors maintenant, c'est là que je me bats pour faire mes cours.